L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menu du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, mon prochain invité, c'est le député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Géléré. Bonjour, Bernard. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Oui. Bonne année. Merci. Bonne année à vos auditeurs aussi également. Je vous souhaite la santé, Bernard. Merci à vous aussi. Vous avez une vie un peu remplie. Même, je la remplis. On va en parler tout à l'heure. Probablement qu'il vous restez à peu près 1 heure ou 2 par jour, que vous ne savez pas quoi faire, et là, vous avez trouvé quoi d'original. Oui, quand tu vas apprendre ce que je fais. Le balado, on en parlera dans quelques instants. Ça fait depuis le 10 décembre qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça va vite. Ça passe vite, c'est incroyable. Mais moi, je m'ennuie toujours de rencontrer des gens comme toi qui font un travail exceptionnel d'information auprès de la population. C'est essentiel ce que vous faites. Hein? Ça, je te le dis, mais la première fois que je te le dis, Michel, et c'est un travail quotidien. D'ailleurs, on te voit tous les jours, sans exception. Tu as quoi, pris une couple de journées? La 10e année. On a vu Jean quelques fois. Là, dans le temps des fêtes. Juste un petit peu, oui. Puis, écoute, c'est quand même incroyable ce que tu fais. Puis, je te félicite. Sincèrement, c'est un travail essentiel. Puis, j'écoute régulièrement. Je pense qu'en tout cas, moi, tu disais que l'autre jour que tu avais beaucoup de lectures ou de pages qui sont vues sur ta page Facebook. Ben moi, je peux te dire que je suis un de ceux qui en regarde plusieurs. Je le regarde plusieurs fois par jour. je vais remettre à jour. 3 200 000. C'est bon. Ah non, c'est incroyable. C'est super. Félicitations, vraiment. Là, et on a eu un beau clin d'œil. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à Infoman, le 7 janvier dernier. La Infoman? Oui, on a passé à Infoman. Le 7 janvier? Non, je ne l'ai pas vu. J'écoute pas Infoman. On fait un beau clin d'œil à SMA TV. OK. Ah oui? Oui. Ah, c'est bien. Alors, écoute, on ne s'est pas vu depuis le 10 décembre, donc on va ramener ça. Oui, absolument. Et si on ramène ça au 10 décembre, vous êtes venu nous voir et vous nous avez parlé d'un super party que vous avez organisé le 24 décembre. Tout à fait. Le réveillon de Bernard, tout à fait. Est-ce que ça a été selon vos attentes? Absolument, absolument. Oui? Écoute, ça a été un franc succès, en tout cas pour ma part. Là, écoutez, c'est pas une compétition qu'on faisait, bien sûr. Ce qu'on voulait, c'était d'égayer la soirée du 24 décembre pour les gens à la maison. Sans savoir nécessairement, quand on a commencé à penser à ça au mois de septembre, qu'on serait confiné comme on l'était. Alors, évidemment, ça a fait qu'on a eu, je pense que en direct, là, au moment où le spectacle avait lieu, il y avait 600 personnes ou 600 connexions. Donc, on était plus qu'une personne dans chaque maison. Là. Probablement que chez nous, on était 2. On peut facilement doubler le nombre de personnes qui étaient live, qui regardaient le spectacle. Donc, 1200, mettons 12 à 1500 personnes. C'est quand même une bonne salle de spectacle. Mais il y a eu plus de 10 000 visionnements depuis ce temps-là. Et il est arrivé, puis ça me dérange pas de le dire, mais il est arrivé un petit pépin au montage. On avait Marie-Michel de l'Île aux Grues qui chantait une chanson et qui, malheureusement, n'a pas été insérée dans le montage final. Alors, le 24 au soir, moi et Annie Franqueur, on l'a appelé, il était 9h30 le soir pour s'excuser. Je te dis, quand on voit nos affaires, mais elle était vraiment contente qu'on l'appelle. Puis finalement, on a réintégré le morceau. D'ailleurs, on a fait présenter son morceau à elle seule. Puis ça a été vu par, je pense qu'il est rendu à 3000 visionnements. Puis là, puis après ça, on l'a réintégré dans le spectacle. Mais sincèrement... Oui, mais ça, Bernard, ce sont des c'est des choses qui peuvent arriver. C'est absolument... Une organisation. Puis en plus, vous étiez en direct. Là. J'ai pas... direct. En fait, oui et non. Là, on avait pré-enregistré à cause de la COVID, bien sûr. On était obligé de pré-enregistrer. OK, je pense que était en direct. En fait, l'animation était en partie... En tout cas... Pas le droit de le dire, mais en tout cas, mais tout ça pour dire qu'on était... juste entre nous autres. Oui, c'est juste entre nous autres. Ouais. non, mais il y a 2,6 millions de personnes qui voient ces affaires, mais c'est juste entre nous autres. C'est juste entre nous autres. mais l'idée, c'est que ça leur a répondu à un besoin, je pense. Ça a été très, très agréable. On a fait connaître des artistes, dont le jeune, dont j'oublie encore, le jeune Patry de Saint-Paul-de-Montmagny qui joue de l'accordéon, qui a joué la toune de la Côte-du-Sud. En tout cas, moi, personnellement, c'était une découverte absolument incroyable. Vraiment bon, le jeune, là. Puis, écoute, tous les autres artistes qui ont participé, d'ailleurs, je les remercie du fond du cœur, là. Ça a été très, très apprécié. Puis, on a travaillé avec Christian Noël ici à Montmagny, avec des gens à Rivière-du-Loup. D'ailleurs, ils ont appris à se connaître aussi, ils ne se connaissaient pas. Tu sais, il y a plusieurs objectifs, ça fait finalement. connecter des gens aussi. Tout à fait. Plusieurs objectifs qu'on a rencontrés à l'intérieur de ça. Et là, on est en train de réfléchir si on n'en fera pas un événement annuel. Possiblement. On n'a pas pris la décision encore, mais ça pourrait être quelque chose parce que là, bon,
il faut s'attendre à ce que la pandémie dure encore toute l'année. Là. Donc, qu'est-ce qui va arriver à Noël prochain, on ne sait pas. Donc, on verra. Mais en tout cas, ça a été, moi, je considère que ça a été une bonne idée, ça a été bien apprécié. OK. Maintenant, on va ramener ça à des dossiers du député. Oui. La vaccination. Oui. Bon, d'abord, moi, j'aurais une question à 2 volets. C'est pour la Côte-du-Sud, pour notre, pardon, votre comté, là, Montmagny, Lilac, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Oui. Est-ce que vous trouvez que ça va assez rapidement? Moi, non. En tout cas, non. selon moi, je trouve que ça ne va pas La assez réponse rapidement. est non. Et là, Pfizer nous dit qu'il va retarder la livraison, ce qui ne nous aidera pas. Non. Ce matin, j'entendais M. Drainville sur les ondes de Cogeco à Montréal qui disait que M. Trudeau, parce que l'Europe va continuer à recevoir, en tout cas, va avoir plus de vaccins que le Canada. Oui. Il dit, M. Trudeau, peut-être par rapport à sa négociation, je n'ai pas les mots exacts de M. Drainville, je ne les ai pas écrits, mais ça allait dans ce sens-là que M. Trudeau aurait peut-être été la main moins serrée par rapport à la négociation, ce que l'Europe aurait été peut-être plus présent. Oui. Est-ce que vous pensez, le deuxième volet de la question, que M. Trudeau, par rapport à son plan de vaccination, est-ce vous le trouvez efficace? C'est non à la première et non à la deuxième. Donc, c'est un peu la réponse. Assez simple, mais non, mais quand même. J'aimerais ça que vous l'expliquiez. Pourquoi, Bernard, que la vaccination, est-ce que vous pouvez intervenir par rapport au fait que dans notre région, moi, je trouve que ça avance pas. Oui. En fait, c'est partout pareil. Donc, on peut bien intervenir comme on veut. Oui, on vaccine à Lévis, à Québec. En passant, en passant, la Chambre des communes recommence à siéger seulement à la fin janvier. Il faut reculer là, au mois de juin, juillet, août, septembre, quand la question de la vaccination devenait un enjeu prioritaire pour le Canada. La ministre nous a dit, dès le mois de juin, qu'il allait commencer à vacciner en septembre. En septembre. Alors, après ça, c'était en novembre. Après ça, c'est en décembre. Après ça, c'est en janvier. Là, on est rendu qu'on va vacciner possiblement, avec des gros astérix, là, possiblement, des grosses guillemets, peut-être qu'en septembre, la moitié de la population canadienne. Ça que c'est 1 an plus tard. Là. Donc, on a posé des questions, nous, en Chambre des communes, et c'est ce qui est dommage un peu, c'est que dans les médias nationaux, quand ils montrent des clips de ce qu'on fait à la Chambre des communes, ça dure 3 secondes, 4 secondes. Mais c'est des semaines et des semaines qu'on a talonné le gouvernement pour nous dire c'était quoi son plan. Mais il n'y en avait pas de plan. Puis on disait aussi qu'il faut faire des tests rapides pour être capable de relancer l'économie. Là, aujourd'hui, c'est les spécialistes qui demandent d'avoir des tests rapides. Et la vaccination, on est en retard. Et on peut arrêter de nous dire tout l'automne qu'on avait le plus beau portfolio de vaccins qu'on en avait acheté pour vacciner 3 fois la population canadienne. La réalité, c'est qu'on les a pas. On les a pas. On est en queue de peloton de tous ceux qui auront des vaccins après tout le monde. Donc, et là, ils ont commencé à accuser en Chambre des communes, imagine-toi, là, les conservateurs de Brian Mulroney pour dire qu'on ne faisait plus de production de vaccins au Canada. Allez, on remonte à 40 ans en arrière, là. Donc, puis les experts en communication ont réalisé puis ont vu que c'était pas vrai, pas du tout. C'était un peu bien plus à cause des libéraux que des conservateurs qu'on ne fait plus de vaccins au Canada. Mais la réalité, c'est que dans les achats qu'ils ont faits, ils n'ont pas réussi à s'imposer pour être capable d'avoir des vaccins en avance sur les autres pays. Alors, on se retrouve en queue de peloton au moment où on se parle. Et là, ça a un impact très important sur la relance économique. On a beau mettre de l'argent dans l'économie, là, mais ça ne relance pas l'économie si le monde ne peut pas travailler. Là. Non, mais ça ne fait pas de sens. Là. Donc, les babines n'ont pas suivi les bottines. Puis encore une fois, c'est une belle promesse de Trudeau qui n'a pas réalisé. Puis qui est là, j'ai bien hâte de rentrer en Chambre des communes parce qu'on va en poser des questions. Là. Vous parlez de la Côte-du-Sud. Évidemment, on est une région moins peuplée que à partir de Lévis, Québec. La Côte-du-Sud, une soixantaine de 1000 personnes. Non, absolument. Puis ça reste, on est aussi important que les autres. On n'est pas une sous-région. Là. On n'est pas des gens de deuxième classe. On devrait être vaccinés comme tout le monde. Parce qu'on vaccine au centre Paul-Gilbert à Lévis, mais ici, il n'y a pas de centre de vaccination. Non, c'est ça. Puis là, tous les cliniques de vaccination sont toutes en train de fermer toute la gueule de la ville parce qu'ils n'ont pas de vaccin. Est-ce qu'il y en a à Rivière-du-Loup? Il y en a une à Rivière-du-Loup. En fait, ils sont sur le point d'en ouvrir une, mais il y en avait une à Rimouski pour le Bas-Saint-Laurent. Mais tout ça pour dire que on est devant encore là, une gestion nébuleuse de la façon dont M. Trudeau a géré les choses.
Et encore une fois, je vous le dis, là, les questions... Michelle Rampol, c'est pas la dernière venue, là, députée en Alberta, là, elle a talonné le gouvernement et la ministre de la Santé. Presque Mme la présidente, la ministre de la Santé est quasiment tombée malade tellement qu'elle était on était après tout le temps. Puis finalement, aujourd'hui, ce qu'on a dit et ce qu'on dit depuis 6 mois, c'est exactement ce qui se passe. Alors, on a dénoncé ce qui était pour se produire et là, bien, ça se produit malheureusement. Et pour notre région, vous ne pouvez pas intervenir? Bien, écoutez, on va poser des questions en Chambre des communes encore une fois. Non, mais c'est loin. Quand les réponses, les non-réponses, on commence le 25 janvier. Mais les non-réponses, c'est dans 10 jours. Là. On va être en Chambre des communes dans 10 jours. Mais les non-réponses du gouvernement par rapport... Puis là, ils se complaisent à dire qu'ils sont bons, puis qu'ils ont fait une bonne job, puis... Non. Tout le monde, et c'est unanime là, au moment où on se parle que la vaccination, c'est le bordel total. En plus que Trudeau, ça va dire que c'est les provinces, c'est à cause des provinces. Imaginez-vous. Là. Il n'y a pas de leçon à donner à personne, sincèrement. Et là, les cobayes, au moins, il y a toujours ça de positif, là, mais ça prend de la vaccination. En tout cas. Et puis là, on a 2 vaccins à recevoir là, pour la plupart. Là, donc, puis là, il y a des gens qui ont été vaccinés. Ils ont attrapé la COVID quand même avant d'avoir le 2e vaccin. Donc, l'immunité totale n'est peut-être pas absolue non plus là, par rapport à la première dame qui a été vaccinée au Canada, là, qui est au centre Paul-Gilbert, qui a été au CHSLD Saint-Antoine, qui a été malade. On va s'arrêter quelques instants. J'ai beaucoup d'autres questions à vous poser. Alors, on revient avec notre invité, le député fédéral Bernard Gérard, dans quelques instants. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, mon invité, je vous le rappelle, parce qu'on a du plaisir durant la pause. En passant, c'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que vous êtes très vivant et très... Ben, j'essaye. Puis là, je me retiens. Je me retiens en plus. Oui, ben, c'est ça. Ça fait une entrevue très vivante. Bernard, et j'en parlais avec votre directrice générale la semaine dernière, vous êtes un homme très occupé, vous vous impliquez, entre autres, le party du 24 décembre. Vous avez, pendant quelques temps aussi, fait des entrevues, vous vous êtes rendu dans les entreprises, vous avez visité également les fermes de la région. Puis, et là, vous aviez 1 heure ou 2 à partager ou à dépenser par jour, qu'il y avait un vide à quelque part, là. Et vous avez décidé de démarrer le balado Bernard rencontre son monde. Oui, tout à fait. En fait, depuis le mois de septembre... On aurait pu vous accepter comme chroniqueur ici. Là, en fait, dans une autre vie, peut-être, ça me fera plaisir de regarder ça. mais en fait, l'idée, c'est qu'on est confiné, hein, comme tout le monde, au même titre que... Puis moi, je considère que la job d'un député, c'est de rencontrer du monde. C'est de voir les gens, de voir les gens qu'il représente. Et ça, je le sais, parce que vous me le dites souvent, ça vous manque. Absolument. C'est complètement fondamental que dans ma vie de député, que je rencontre des gens. Bon, évidemment, on ne peut pas le faire en présentiel comme on le fait ce matin, là, pour les raisons qu'on connaît. Mais moi, je me suis dit au mois de septembre, parce qu'on a fait une grosse journée de brainstorming à un moment donné, puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de reconnecter ou de connecter avec des gens? Puis tout en sachant qu'avec les tournées que j'ai faites depuis les 4 dernières années, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires qui font des choses que moi, je considère vraiment spéciales, puis il y en a plein, là. Puis vous êtes en êtes un, d'ailleurs. Je pense qu'on a une historique dans notre région qui a besoin d'être partagée. Une historique, j'entends que chaque individu, chaque personne a sa propre histoire et a fait des choses dans sa vie, des fois heureuses, des fois moins heureuses, etc. Puis ça fait partie des expériences, les défis qu'on se lance, les échecs qu'on a. Tous ces éléments-là font que ça finit par forger les caractères des gens et ça finit par former une région. Donc, moi, je voulais avoir l'opportunité de prendre 1 heure avec une personne et de partager ce que cette personne-là a fait, partager ses goûts, partager sa philosophie de vie, partager pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue, cette personne-là. Et alors, je me suis fait une liste d'une 50aine de personnes. Et j'ai donné ça aux filles, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Finalement, on a créé une balado qui s'appelle Bernard rencontre son monde, où j'interviewe... Pour les gens, c'est quoi un balado? Un balado, en fait, essentiellement, c'est la même chose que ce qu'on fait actuellement. Au lieu d'être visuel, c'est auditif. C'est-à-dire que... OK, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. C'est seulement une rencontre. C'est un peu comme la radio. C'est quoi, c'est une entrevue que vous faites? C'est une entrevue, tout à fait. C'est une entrevue que je fais avec une personne. Puis on parle de toutes sortes de choses. J'ai rencontré par hasard, là, pas par hasard, mais je veux dire, entre autres,
notre évêque, là, Pierre Goudreau, que tu as eu en entrevue d'ailleurs. Mais là, on va. Moi, je vais. Comment je pourrais dire? J'essaie de le faire découvrir de où il vient, où est-ce qu'il veut aller. Veux-tu devenir pape? Tu sais, moi, je me gêne pas pour poser plein d'autres questions que tu n'auras pas le temps dans une entrevue de 15 ou 20 minutes de poser. Tu sais. Donc, on voit dans différents secteurs. Là, on parle de la religion, la défection des gens par rapport à l'Église, etc. Donc, on voit un peu plus en détail. Évidemment, autant que j'ai interviewé des gens comme Pierre qui sont comme relativement connus, autant j'ai interviewé des gens qui sont, mais pas connus de personne ou à peu près, comme Andréane Boulet, une jeune camionneuse qui a 20 ans. Je suis ami avec sur Facebook par hasard et je vois ça qu'elle conduit des camions. Je l'ai appelée, j'ai dit, coudonc, t'as appris ça où, toi, là, quel âge? Elle m'avait dit qu'elle avait 20 ans. Écoute, elle a commencé à 18 ans et demi, à peu près, là, ça fait 1 an et demi. Elle conduit 53 pieds à travers le Canada. Fait que moi, je vois des jeunes là, qui ont de la difficulté des fois à trouver c'est quoi leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. Puis là, je parle d'une jeune de 20 ans qui conduit un camion de 53 pieds. Tu sais, elle est capable de partager son expérience pour donner le goût à des jeunes de faire des choses peut-être qu'ils n'ont pas pensé de faire. Donc, c'est un peu on ratisse très, très large. Là. Puis je parle à Janine Giasson-Caron de Lillet, tu connais probablement, qui est une femme extrêmement impliquée. C'était la première comptable au Canada, femme comptable au Québec, c'est-à-dire. Donc, elle a été impliquée au ministère du Revenu, etc., etc. Puis elle a fait plein de choses dans la région de Lillet. Tu sais, des gens qui se sont impliqués, parce que, je veux dire, quand on voit une personne en avant, il y en a 10 en arrière ou 9 en arrière. Donc, souvent, c'est tous des gens qui sont dans l'ombre, mais qui font beaucoup, beaucoup de choses. Des gens qui sont dans les Chevaliers de Colomb, mettons, depuis 40 ans. Ils ont donné de leur temps, tous ces gens-là. Tu sais, en tout cas, en veux-tu des exemples en voilà? Il y en a toutes sortes de personnes. Et c'est une richesse incroyable et qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer ces gens-là de façon régulière, tu sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Est-ce que c'est un manque par rapport aux médias de la région? Pas du tout. Non, absolument pas. De ne pas réaliser ce genre d'entrevue-là? D'ailleurs, c'est complémentaire parce que moi, vous m'alimentez avec des gens que vous interviewez et vice-versa, ça peut être ça aussi. L'objectif pour moi, c'est de permettre à des gens de découvrir d'autres personnes qui sont peut-être moins connues, mais qui ont des choses aussi qui sont intéressantes à connaître ou à rencontrer. Tu sais. Puis moi, ça me permet de rencontrer ces gens-là aussi, de leur parler, parce que ces gens-là ont un réseau, inévitablement aussi, puis ils vont partager les entrevues qu'on a faites. D'ailleurs, on en a 3 actuellement. Alors, on a Mme Descaspiers, qui est une Française qui est arrivée au Québec il y a 10 ans, qui fait de l'aventure. Elle va en forêt, là. À part avec son pack-sac, parce qu'elle va en forêt. Et pourtant, nous autres, de facto, on ne fait pas véritablement ça. Elle, c'est une Française qui arrive ici. Les grands espaces, elle trippe, elle capote là-dessus. C'est super. Moi, je ne partirais pas dans le bois 5 jours avec un pack-sac sur le dos, moi, là. Même si j'aurais l'occasion de le faire. Mais elle nous fait voir cette dimension-là que nous autres, on ne voit plus parce qu'on prend ça pour des acquis. Après ça, j'ai interviewé Monsieur Gougou, Dr Gougou, qui est un docteur qui a été dans la région de Rivière-du-Loup. Il a enseigné à ses enfants en patinage de vitesse. Il a entraîné des athlètes olympiques. Personne ne connaît ça, là. Personne n'est au courant de ça. Et pourtant, il a fait beaucoup dans la région. C'est des exemples comme ça. Puis là, j'ai interviewé. On a une série qu'on appelle hors-série avec Jacques Gourde, qui est mon collègue, qui est le premier qui a été mis. Donc, on en a 3, puis il y a plus de 500 personnes qui ont écouté nos balados depuis la semaine dernière. Donc, tu sais, je dirais pas. Puis les balados deviennent un peu aussi une façon, je dirais, de communiquer. Comment je pourrais dire, de façon plus directe pour moi, là, de façon à être capable d'entrer en contact avec ces gens-là. Donc, on est absolument pas en compétition avec toi, Michel, bien au contraire. On est complémentaires dans une certaine Non, pas avec la télévision, mais plus la radio, parce que c'est plus c'est complémentaire. L'audio que de la télévision. Mais même à la radio, voyez-vous, quand on voit tout ce qui se passe à la Chambre des communes, puis il y a une chaîne à la Chambre des communes, et pourtant, ce qu'on voit de la Chambre des communes, c'est des clips de 3 secondes à la télévision nationale. Tu sais, je veux dire, ce qui se passe à la Chambre des communes est beaucoup plus important que des clips de 5 secondes ou de 10 secondes à la Chambre des communes après des questions. Là. Écoute, les questions fondamentales qui se posent là, les discussions qui sont là sont super intéressantes. Les projets de loi, ils n'accouchent pas là, comme ça sans que les gens les aient étudiés puis analysés. Et pourtant, on l'a vu au début de l'année, malgré tout ça, il arrive des erreurs ou des éléments qui sont négligés ou obligés quand on veut aller trop vite. Puis après ça, on nous accuse de vouloir aller trop vite. Tu sais, je veux dire, il y a comme des incongruités un peu là-dedans. Mais en même temps, je pense que la communication demeurera quelque chose de toujours essentiel, à la fois ce que vous faites, à la fois ce que nous autres on fait d'une autre façon. Mais c'est vraiment des choses totalement différentes. Là. OK. Ça m'amène à vous poser la question parce que vous parlez de communication. Oui. Vous avez annoncé récemment, je ne sais pas exactement, mais c'est dans le temps des fêtes ou
que vous confirmez que vous allez revenir parce qu'il y a dans l'air, et probablement avec le dépôt du prochain budget, là, il y a dans l'air d'une élection fédérale parce qu'on a un gouvernement minoritaire. Tout à fait. Et ça m'amène à vous parler également du remaniement de M. Trudeau. Est-ce que vous voyez un lien? D'abord, vous confirmez que vous allez vous représenter? Absolument. C'est officiel? C'était déjà dans l'air avant on même. On en a déjà parlé, je sais pas, vous êtes revenu là-dessus récemment. Je l'avais annoncé le lendemain de ma victoire en 2019 que je serais là pour la prochaine campagne électorale. Moi, j'aime ça quand les choses sont claires, donc on avait réglé ça. Là, on avait pour que je sois officiellement reconnu comme candidat par le parti, j'avais des choses à rencontrer, dont une campagne de financement qu'il fallait que je fasse, qui a très, très bien été par ailleurs. Donc, à partir du moment où ça s'était réglé, le parti acceptait ma candidature. On revoyait aussi, je n'avais pas des squelettes dans le placard à quelque part, ce qui n'est pas le cas. Donc, de ce côté-là, ça allait bien. Et là, donc, je suis candidat. Maintenant, le remaniement. Vous parlez du remaniement de M. Trudeau. Oui. Il faut que le chef l'accepte. Oui, absolument. Oui, okay. Le parti. Parce que comme vous avez changé de chef depuis le temps, absolument. M. O'Toole doit signer officiellement qu'il accepte Bernard Généreux comme candidat aux prochaines élections. Absolument. D'ailleurs, hier, il y a un de mes collègues qui est en processus d'être destitué puis de s'en aller, là, un des candidats à la chefferie, là, M. Sloan, qui a accepté un don de quelqu'un qui était un antiraciste. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, en tout cas, il ne croit même pas à tout ce qui est arrivé aux Juifs. Là. On est loin dans... Je veux dire, on ne veut pas de ce genre de personnes-là dans le parti. Ça, c'est clair. Donc, il est en train de faire... Donc, il accepte les gens. Puis, on s'entend très, très bien, moi et lui. Là. On a une très bonne connexion. Donc, j'ai bon espoir qu'un jour, j'aurai à servir peut-être autrement que juste comme être des députés dans un parti conservateur au pouvoir un jour. Ce que je souhaite, bien sûr, qu'il va arriver. Mais les chiffres qui... Est-ce que vous visez un rôle de ministre? Non, je vise rien. Ce que je dis, c'est que le relationnel que j'ai avec Erin O'Toole est très bon et que s'il me demande de servir, c'est sûr que je vais accepter de servir. Mais c'est lui qui décide ça, c'est pas moi. Mais vous parlez du remaniement ministériel de M. Trudeau. On a appris hier dans un média de l'Inde que M. Bain, qui vient de se retirer du Conseil des ministres, va probablement être accusé dans une affaire de vente de terrain en Ontario, là. Donc, il pourrait potentiellement être accusé au criminel. Alors, il a dit que c'était à cause des raisons familiales, puis que sa fille, elle ne voyait pas, etc. Mais il y a peut-être d'autres choses en arrière de ça. Puis pour ne pas mettre son gouvernement dans la barre, il a décidé de se retirer maintenant. Alors, puis ça, on apprend ça dans un média de l'Inde, imagine-toi, là. Donc, parce qu'il est un Indien, Mr. Bain. Donc, il a fait un remaniement, il n'a pas eu le choix, là, avec probablement les nouvelles qui s'en viennent, là. Il n'a pas eu le choix de faire ça. Mais il est sûr qu'il est en train de préparer la prochaine élection. M. Trudeau n'est pas fou, là. Dans les sondages actuellement au Canada, au moment où on se parle, il est en territoire majoritaire potentiellement. Alors, c'est sûr qu'il va vouloir aller en élection le plus vite possible. Et nous, on s'attend à ce qu'il va le déclencher au budget. Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Avec un nouveau chef? En tout cas, nous autres, si on est prêts, ça, il n'y a pas d'erreur. On va faire, avec un nouveau chef? Oui, absolument. Est-ce que M. O'Toole est prêt pour une campagne électorale? Oui, absolument. Et puis, il y a beaucoup un travail de fond qui est en train de se faire à travers le Québec pour trouver, au moment où on se parle, si on avait déclenché demain matin, il y a au moins 60 candidats sur 78 qui sont déjà prêts à aller en campagne électorale. Donc, on est très avancé. Et Richard Martel, qui est notre leader là, au niveau du Québec actuellement, le lieutenant politique, on travaille très, très, très fort pour aller chercher les 18-20 candidats qui manquent. Mais les sondages mettent encore M. Trudeau quand même, il est quand même assez élevé. C'est sûr que tout l'argent qui est donné, sûrement a aidé à... Vous m'enlevez les mots de la bouche, mon cher Michel. Oui, tout le monde en est bien conscient. Les votes, ça s'achète, ça, là. Il y a des donc, gens je vous repose ma question. Est-ce que M. O'Toole est prêt à faire face à cette campagne électorale? Tout à fait. Face, justement, à un premier ministre actuellement qui a vécu une pandémie avec toutes les conséquences qu'on connaît. Absolument. Puis vous savez que dans une campagne électorale, malgré tout ce qui se passe dans le quotidien, il y a des éléments qui vont ressortir. Il y a des éléments, comment je pourrais dire ça? Dans la poche en arrière, il y a toujours des petites histoires qu'on garde en arrière pour mettre ça au chaud quand ça arrive l'élection, puis on se ressent en élection. Mais il peut arriver n'importe quoi dans une campagne électorale où la campagne des libéraux pourrait complètement dériver, comme c'est déjà arrivé chez les conservateurs d'ailleurs, comme c'est déjà arrivé dans d'autres partis. Il faut se souvenir dans les élections passées. Dans la campagne électorale, là, il s'agit d'un élément déclencheur, puis whoop, tout part de travers. C'est vraiment... Puis ça dure 35 jours de temps. Donc, c'est vraiment un damage control pendant 35 jours de temps. Donc, je peux dire qu'il peut arriver n'importe quoi. Moi, je suis confiant que les gens vont réaliser que le déficit que M. Trudeau, parce qu'il a donné de l'argent à tout le monde, là. Puis on entendait hier qu'il y avait des clubs de danseuses qui avaient eu de l'argent, c'est-à-dire des banques de Chine qui ont eu de l'argent. Tout le monde a eu de l'argent, mais c'était pas à tout le monde d'avoir de l'argent dans cette pandémie-là, on s'entend. Là.
Je dois vous arrêter, c'est déjà terminé. Toujours Mais toujours trop court. on a souhaité vous Oui. inviter 2 fois par mois, parce Oui. qu'il y a beaucoup de dossiers actuellement. Oui, oui. OK. Donc, on verra bien si on sera exaucé. Oui. Alors, merci beaucoup, Bernard Généreux. C'est toujours intéressant, les Ça me fait entrevues. plaisir. Bonne journée.